Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes ici un peu chez vous, d'abord parce que vous avez travaillé à Sud Radio, ensuite parce que vous êtes originaire d'un Sud-Ouest cher à nos ondes et à notre cœur, et enfin parce que pour vous comme pour nous, il n'y a que la vérité qui compte, parlons vrai. Bonjour Pascal Bataille. Bonjour Jacques, merci de votre invitation. Vous retrouvez une antenne que vous connaissez bien. Oui, et c'est sans doute l'un des plus beaux moments de ma vie, sans aucune flagornerie, ce temps, ces matins que j'ai passés à réveiller les auditeurs de Sud Radio avec mon ami Gilles Tessier. J'adore cette radio, je l'écoute beaucoup et évidemment, vous le disiez, elle résonne par ses racines encore plus dans mon cœur. Alors votre cœur, il est plein de souvenirs qu'on va évoquer à travers des dates clés. On parlera aussi d'un spectacle pour enfants que vous produisez au Théâtre Edgar, Pimpon et les petits monstres, mais on revient à des dates importantes de votre vie, c'est le principe des clés d'une vie tous les jours. Le 1er décembre 1988, Matin Bonheur avec Thierry Beccaro. C'est votre première télé, je crois. C'est ma première télé avec Laurent Fontaine. Nous sommes invités parce que nous avons commis un ouvrage qui s'appelle Le Guide de la Combine. Oui. Et Thierry a eu l'idée saugrenue de nous inviter et de faire la promo de ce livre. Oui, un livre qui a très bien marché. Voilà, 80 000 exemplaires, je crois. Un best-seller, alors qu'on est totalement inconnus, Laurent et moi, à l'époque. C'est un livre qui parle des combinards, de tous ceux qui utilisent le système D pour mieux se débrouiller dans la vie. Et on en a fait, sur la base d'une enquête très journalistique, très sérieuse, on a fait un livre rigolo à l'époque, un do-it-yourself, devenez vous-même le parfait petit combinard, et ça cartonne. Oui, on pouvait ne pas payer ses contraventions, ruiner un banquier, se faire réformer. Et les combines, moi j'en connaissais une extraordinaire. J'avais rencontré dans les cocktails une dame qui avait un sac à double fond réfrigéré et elle prenait tous les petits fours possibles imaginables, elle rentrait chez elle. C'était à l'époque où on pouvait rentrer dans les cocktails sans le moindre facile. Bon, il n'y avait pas de coronavirus à l'époque. Il n'y avait même pas de contrôle, rien du tout. Et voilà. Et ça marchait. Alors, Laurent Fontaine, vous l'avez rencontré, je crois, à l'occasion d'un prix de reportage pour les jeunes journalistes, Pascal Bataille. C'est ça. On est en 1983 et donc on parle des dinosaures, hein, Jacques. Là, oui. Mais on est jeunes journalistes l'un et l'autre. On participe à un concours de grands reportages et je fais partie, par chance, des trois gagnants de ce concours, avec un garçon d'ailleurs génial qui s'appelle Werber et qui a écrit Les Fourmis et Bernard Werber, qui est devenu un écrivain à grand succès. Et donc je monte sur scène et puis en redescendant de la scène où j'ai récupéré mon prix, je trouve ma fiancée de l'époque, ma petite copine de l'époque, en grande discussion avec un garçon hirsute avec des grosses lunettes. C'est Laurent Fontaine, on sympathise et on ne s'est plus quitté pendant 30 ans. Voilà. Et tout a commencé pour vous dans une ville que Pascal Obispo a chantée. Bordeaux, ville natale de Pascal Obispo. Il a été d'ailleurs élève avec Olivier Marchal et Nicolas Tavernos au lycée Saint-Joseph de Tivoli. Où j'ai fait aussi mes classes. Et c'est vrai que vous avez fait des études très sérieuses, Pascal Bataille. Cagne, oui. Vous avez été admissible à l'école normale supérieure. C'est vrai. J'étais à l'époque redoutablement, 3 fois même, Jacques. Je fais partie des gens obstinés qui comprennent pas quand on leur dit non une fois, il faut revenir 3 fois. En fait, j'étais redoutablement timide à l'époque et je perdais tous mes moyens à l'oral. Et donc, je faisais des très bons écrits parce que j'étais effectivement plutôt bon élève et j'avais encore quelques neurones à l'époque. Et puis, à l'oral, j'avais des notes catastrophiques. Donc, j'ai présenté 3 fois normal sup, 3 fois admissible, 3 fois recalé à l'oral. Et ça m'a permis de devenir ce saltimbanque que vous connaissez. Oui, mais vous avez aussi une maîtrise de lettres et de philosophie. Vous avez un DES technique de l'information à l'Institut français de presse. C'est beaucoup d'études. C'était dans quel but à l'époque, Pascal ? En fait, à l'époque, je voulais devenir journaliste. C'était vraiment le rêve de ma vie. Je voulais écrire et je voulais être journaliste. Donc, j'ai essayé de me donner les moyens. Maintenant, vous savez comme moi, Jacques, on peut devenir un excellent journaliste en faisant l'école de la vie et en étant sur le terrain tout jeune. Il faut peut-être un petit peu de background, mais les études ne font pas le journaliste. Oui, sauf que ça, c'était valable il y a quelques décennies. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 4 diplômes, vous n'êtes même pas engagé comme stagiaire. Oui, on ne vous prend pas en stage, c'est vrai. Alors, vous avez choisi le journalisme après avoir hésité pour l'écriture, Pascal Bataille, et je crois que c'est une formule de Rilke dans la lettre à un jeune poète qui a été le déclic. Il dit que l'écrivain ou le poète est celui qui ne peut pas faire autrement que d'écrire.
Ce que j'aime avec vous, Jacques, c'est que quand vous interviewez quelqu'un, vous avez vraiment bossé votre sujet. Vous connaissez tout. Alors cette phrase, c'est vrai qu'elle est chère à mon cœur, mais elle m'a en même temps un peu dissuadé de vouloir réaliser ce rêve d'être écrivain, parce que effectivement, comme le dit Rilke dans cette fameuse lettre, le vrai écrivain, c'est celui qui peut pas faire autre chose, qui peut pas faire autrement. Je pouvais faire autre chose, j'avais d'autres passions, d'autres envies, donc je suis devenu journaliste. Et il faut savoir que Rilke, qui est un poète autrichien très célèbre, que beaucoup de gens relisent aujourd'hui, il a été le secrétaire de Rodin, qu'il admirait pendant des décennies, pendant des années. C'est vrai. C'est fou, hein. Cet écrivain vivait grâce à Rodin, le sculpteur. Alors, vous êtes devenu journaliste, mais d'abord, vous étiez journaliste politique, Pascal Bataille. J'ai été journaliste politique pendant 5 ans, et j'ai pu découvrir comme ça les coulisses, les arcanes. La chose publique m'intéresse, me passionne toujours autant 30 ou 40 ans après, mais j'avais à l'époque l'envie d'en participer, d'en être, d'être dans les secrets du pouvoir et d'essayer d'être parmi ceux qui répercutaient effectivement l'information. Et puis j'ai été un peu déçu, je dois dire, par la façon dont ça se faisait, dont ça se tramait dans les couloirs de l'Assemblée nationale, etc. J'ai pas eu le sentiment que le journalisme à la française ressemblait exactement à ce que j'avais en tête, sans doute un peu naïvement et de façon un peu angélique. Et j'ai ensuite bifurqué. Oui, c'est ce qu'on appelle la langue de bois en général. Voilà. Et vous avez fondé une agence de presse parisienne pour la radio, ce qui était une première, Pascal Bataille. Alors j'ai cofondé parce que j'étais pas le seul, mais effectivement, on parle de cette époque où les radios libres, dites libres, deviennent des radios privées, s'organisent, se structurent, mais n'ont pas encore les moyens d'avoir des rédactions, donc quand elles sont en province. Et l'idée de cette agence, c'était de pouvoir envoyer à tout ce réseau de grandes radios de province qui sont devenues aujourd'hui, qui appartiennent pour la plupart à des marques connues, des bulletins comme le faisait Radio France France Inter avec les stations locales de Radio France. Et donc ça a été une très bonne idée. Ça a été ensuite racheté par Jacques Hersan, le célèbre patron du groupe Hersan. Voilà, le fils de Robert Hersan, créateur du groupe Hersan, qui a été propriétaire pendant des années du Figaro. Voilà. Et ben, vous avez fait aussi beaucoup d'autres choses. On en parle avec une autre date importante pour vous, le 16 septembre 1997. À tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Bataille. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pascal Bataille. Il y a ce spectacle pour enfants que vous produisez, Pimpon et les petits monstres, au Théâtre Edgar, dont on va reparler. Et puis il y a d'autres dates importantes comme le 16 septembre 1997. Si ça vous dit rien, écoutez le générique. Première de Y a pas photo. Première de Y a pas photo, oui. Un lundi soir. Oui, un lundi soir. Sur TF1. Demande d'Étienne Moujotte qui nous dit à la fin du printemps 1997, oui. Pardon. J'aimerais que vous fassiez une émission. À l'époque, on a été longtemps sur Canal Jimmy, où on anime une émission qui marche bien. On a été collaborateur de Jean-Pierre Pernaut sur Combien ça coûte. On a été avec Christophe de Chavannes, mais on n'a jamais eu notre émission à nous sur TF1. Et Étienne, qui aime ce qu'on fait à l'époque, sur ces différentes émissions, nous dit « Je veux que vous ayez votre émission ». Pascal Brognaud, grande productrice de télévision s'il en est, met ça un petit peu en scène et on se jette dans le grand bain, effectivement, le 16 septembre. Et il n'y a pas photo, comment est née l'idée? Parce que c'est une formule originale, Pascal Bataille. Alors, Xavier Couture, autre grand monsieur de la télé, nous a dit, quand il a vu l'émission la première fois, il a dit « Vous avez inventer le zapping au sein d'une même émission. » En fait, l'idée, c'était d'essayer de parler d'une thématique de façon transversale. Alors, ça pouvait être la chirurgie esthétique, ça pouvait être les riches, ça pouvait être la bouffe ou la malbouffe, mais donc de parler d'une thématique en la traversant comme ça, avec plein d'angles différents, des témoignages, et en étant nous-mêmes, en payant de notre personne, en allant faire des tests nous-mêmes, en se mettant en scène, mais parfois aussi en péril, dans des situations que les gens de la vraie vie vivent. Voilà. Et c'était ça l'idée d'Y a pas photo. Et après quelques 3 ou 4 émissions où les scores étaient un peu moyens, la mayonnaise a pris tout d'un coup. Je pense que
tandem qu'on faisait avec Laurent aussi a bien fonctionné auprès des téléspectateurs, parce qu'ils se reconnaissaient en nous. On jouait pas les stars, on était comme tout le monde, parce qu'on est des hommes comme tout le monde. C'est pas parce qu'on est présentateur télé ou animateur radio qu'on est différent, vous le savez bien. Et je crois que cette simplicité de l'époque a payé, puisqu'il n'y a pas photo, vous avez des scores que vous allez peut-être rappeler, mais qui étaient, hallucinogènes. Oui, et que TF1 aimerait bien retrouver aujourd'hui. Oui. Et un directeur de marketing a dit un jour, d'ailleurs je crois à Pascal Brognaud, on ne pouvait pas imaginer meilleur tandem que Bataille et Fontaine. C'est vrai, et en même temps, c'est pas Pascal ni un directeur de casting qui avait créé ce tandem. On s'est trouvé nous-mêmes, mais vous avez passé le générique Ima Sumac, cette voix, elle avait je sais plus combien d'octaves dans sa tessiture, Ima Sumac. Mais vous aviez aussi ce logo où on avait joué, vous savez, c'était Laurent et moi de dos, avec cette différence de taille, puisque je suis un peu démesurément grand. Et Laurent, lui, est tout à fait normal. Et on avait joué sur ces deux silhouettes. Donc, on était vraiment, on s'était trouvés tous les deux très complémentaires, très complices aussi. Et ça a duré longtemps. Hein. Oui. Alors, avec des performances surréalistes, je crois qu'un jour, vous avez fait un saut en élastique qui a été délirant. Alors, on a testé des tas de choses dans cette émission. On s'est mis, comme je vous le disais, un peu en péril. Et il m'est arrivé, effectivement, de tester le saut à l'élastique, mais depuis les cintres, ce qu'on appelle les cintres, c'est-à-dire les échafaudages qui sont tout en haut du studio, qui sont à une quinzaine de mètres de haut. Et j'ai sauté comme ça dans le vide. C'était une émission où il y avait David Douillet comme parmi nos invités. Et donc j'ai sauté au-dessus de la table du studio de 15 mètres de haut en me disant, bon, de toute façon, ça passe ou ça casse. Il fallait y aller. Il fallait the show must go on, comme on dit. Et j'ai eu une des peurs de ma vie en faisant ça, mais c'était... voilà, on a marché sur des braises, on a mangé des cafards vivants, on s'est fait trouer par un hypnotiseur avec la gorge avec une broche. Enfin, on a fait des choses un peu dingues, mais pour le plaisir et puis pour en même temps démontrer des choses, démontrer qu'on pouvait faire ces choses. À chaque fois, il y avait quand même un propos derrière le spectacle. Oui, mais il y a toujours effectivement un danger. Moi, je me souviens d'une émission de télévision de Philippe Bouvard où il y avait un champion de trampolino qui avait fait un saut en direct dans Studio 102. Il avait raté son atterrissage parce qu'il y avait les projecteurs qui l'avaient gêné. Par miracle, il s'en est sorti avec 2 jours d'hôpital, mais on a bien cru qu'il était mort. Ah ben, on fait, comme vous le savez très bien, Jacques, un métier où effectivement le risque zéro n'existe pas, et quand on veut un peu dépasser ses limites, forcément, on peut se mettre en danger. Il faut essayer de pas le faire. Moi, alors, ça va me permettre de dire une chose qui me tient fort à cœur, c'est que je suis un ennemi farouche du principe de précaution. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde où on ne peut plus vivre, on n'a plus aucun espace de liberté. Le coronavirus en est une des démonstrations en ce moment. Et voilà, si on se met jamais un peu en danger, si on ne se met jamais en risque, et si on attend toujours que les autres nous couvrent de tous les côtés, à commencer par le gouvernement, on ne peut plus vivre, on ne peut plus avancer, on ne peut plus évoluer, on ne peut plus progresser. Voilà, donc le progrès, ça se fait en se mettant en danger, ça se fait en prenant des risques, ça se fait en allant de l'avant, et pas en étant en permanence dans la volonté que tout le monde nous couvre de tout, et en toutes circonstances. Oui, mais l'humour que vous aviez dans cette émission, les risques que vous preniez, aujourd'hui, ce serait plus possible à la télévision, Pascal Bataille. Sans doute que non, sans doute comme aujourd'hui, on pourrait plus avoir un sketch de Desproges en live sur une scène de Paris ou de province. Oui, sans doute que non. On osait des choses qu'à tout point de vue, aujourd'hui, on ne nous permettrait plus. Pour les assurances, parce que la direction a dit, parce qu'il ne faut pas faire ça, parce qu'il faut pas faire ça. Et en plus, vous auriez mangé des insectes, vous auriez une ligue sur Internet qui serait déchaînée contre vous. De défense des cafards. Sans doute une association de défense des cafards. Ça vous étonne, tout ça? Sur Internet. Je ne veux pas jouer le vieux con, parce que j'espère que j'en suis pas trop un, mais je me reconnais pas toujours dans effectivement cette tendance forte aujourd'hui à polémiquer pour tout, à juger tout
en permanence et à tout interdire. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, vous n'aviez pas envie de faire de la télévision. Pascal Bataille, c'est venu presque par hasard, Canal, Jimmy et autres. C'était pas votre but dans la vie? Pas du tout, pas du tout. Je suis pas du tout un enfant de la télé. Je regardais très peu la télé quand j'étais jeune. Quand j'étais pas sage, ce qui m'arrivait pas souvent malheureusement, mais ma mère me punissait de lecture, donc voilà, elle me privait de lecture. Et je suis arrivé à la télé par accident, du fait de ce livre dont vous parliez tout à l'heure, Le Guide de la Combine. En fait, c'est Pierre Lescure et Michel Toulouse, patron de Canal+ à l'époque, qui créaient Canal Jimmy, qui avaient lu ce livre et qui ont trouvé malin d'en faire une adaptation télé. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Laurent à la télévision. Voilà, alors il y a eu À pas photo, et puis ensuite il y a eu une autre émission dont vous allez reconnaître le générique. Bien que la vérité qui compte, parlons vrai à la Sud Radio, ça aussi, ça a été une époque extraordinaire. Ça a été une époque extraordinaire, ça a été 7 ans là aussi d'émissions à grand succès, très critiquées, et c'est d'ailleurs dans le prolongement de ce qu'on disait à l'instant, c'est le moment aussi, le début des années 2000, ce virage des années 2000, où on sent aussi que la façon dont les gens parlent de la télévision, pas ceux qui la font souvent, mais ceux qui la regardent ou qui sont censés la commenter, change, et qu'on devient de plus en plus exposé à une sorte d'assemblée de censeurs qui parfois, voire souvent, jugent sans avoir vu et sans savoir, mais parce que c'est dans l'air du temps de dire qu'il faut... voilà, on entre dans l'ère du politiquement correct, et avec Laurent, on fait avec La vérité qui compte une émission qui est très politiquement incorrecte. Pourquoi ? Parce qu'on parle de l'intime, parce qu'on expose l'intime, parce qu'on met en scène l'intime, et que dans notre religion et dans notre culture, par religion judéo-chrétienne, on a un peu cette honte de l'intime, alors que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que les sentiments? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la sincérité? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent? Et donc cette émission, elle est à la fois adorée par le grand public, mais aussi par des artistes, par des psychanalystes, par des écrivains qui nous écrivent, qui nous disent à quel point ils trouvent que cette émission est belle et authentique, et elle est vilipendée par une petite partie de la bien-pensance parisienne. Alors il y a quelque chose de mythique dans cette émission, c'est le rideau qui s'ouvre ou qui se ferme ou qui s'ouvre pas. Comment est née cette idée, Pascal Bataille? Alors c'est une adaptation en partie d'une émission italienne qui s'appelle C'è posta per te, j'ai un courrier pour toi, et dans laquelle il n'y avait pas le rideau, mais il y avait cette idée d'un mur qui séparait deux personnes qui avaient quelque chose, dont l'une avait quelque chose à dire à l'autre, et donc la personne qui était convoquée pouvait, à la fin de la séquence, franchir ce mur, faire le tour du mur et aller à la rencontre de l'autre. Et nous, on a eu cette idée, en travaillant autour de ce format qui nous intéressait, de deux personnes qui ont à se parler et qui ont des choses importantes à se dire, de ce rideau, parce que le rideau, qui était, vous vous en souvenez, un voile, on voyait pas tout à fait à travers, mais voilà, ça nous semblait une tellement belle évocation de ce qu'est souvent la vie, c'est-à-dire que entre deux personnes, il y a souvent pas grand-chose. C'est un voile, et l'ouvrir, c'est parfois très difficile. Et ça a été de grands moments d'émotion pour vous, parfois? Très souvent, on était... parce que là aussi, contrairement à ce qui a souvent été dit et écrit, rien n'était préparé dans l'émission, rien n'était prévu, c'était pas de la télé-réalité au sens où on en a fait depuis beaucoup, c'est-à-dire qu'on écrit aux gens ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent réagir. Là, les gens étaient en live, totalement. Et donc, on était les premiers surpris parfois par les réactions, et comme on a tous, vous comme moi, et comme nos auditeurs, des vécus, des choses dans lesquelles on pouvait se retrouver, qui étaient montrées dans cette émission, parfois, Laurent et moi, on était effectivement extrêmement émus par ce qui se passait. Et votre premier fan, c'était Claude Berry, je crois? C'était en tout cas un des plus grands fans, Claude Berry, qui est le seul people, entre guillemets, la seule personnalité connue, qui soit venu dans l'émission. Il a insisté des semaines et des mois pour venir dans l'émission, et on a fini par l'inviter. Il voulait mettre à l'honneur un mineur, un personnage assez fantastique, qui avait figuré dans Germinal, et donc Claude Berry a fini par venir dans Il y a que la vérité qui compte. Et il apparaissait très peu dans 3 de ses films. Il fait une apparition à la Hitchcock, dans Les Trois Frères, dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, et dans Ils se marièrent et eu beaucoup d'enfants. C'est vrai. C'est les seuls moments où on le voit. Il n'aimait pas du tout se mettre en scène, mais il nous disait
disais, il n'y a que la vérité qui compte. Chaque fois que je la regarde, je trouve une idée de scénario. Et ben voilà. Et vous avez trouvé ensuite d'autres idées pour continuer. On en parle avec une date très récente, le 3 mars 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Bataille. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Pascal Bataille. Alors on a parlé de votre parcours télévision, un peu de radio, mais aussi un nouveau métier, le producteur. Le 3 mars 2020, c'est la première de Pimpon et les petits monstres au Théâtre Edgar. Alors c'est le samedi et le dimanche à 14h, c'est tous les jours sauf le lundi pendant les vacances scolaires, et c'est un spectacle pour enfants. C'est un spectacle pour enfants, alors c'est une première pour moi, j'ai déjà produit du théâtre, j'adore le théâtre, vous le savez, on en a parlé à d'autres reprises, et ensemble, et vous en êtes un amoureux et un défenseur et un auteur aussi, le spectacle pour enfants, je ne connaissais pas du tout, sinon pour avoir emmené moi de temps en temps mes enfants au théâtre. Et puis je connais bien Nicolas Yerguer, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et un comédien tout à fait talentueux. Et il est venu me proposer ce spectacle pour enfants qu'il cherchait depuis plusieurs années à faire produire pour pouvoir le présenter effectivement à ce jeune public auquel il faut vraiment ouvrir cet univers du théâtre, parce que les enfants au théâtre, c'est formidable. Enfin, je veux dire, depuis ça commence à Guignol, hein, mais ils sont capables de voir autre chose que Guignol, les enfants. Et je vous assure, vous le savez, voir des enfants dans une salle de théâtre, voir leurs yeux émerveillés, voir la façon dont ils s'approprient le texte, dont ils interagissent avec les comédiens, etc. C'est fabuleux, vraiment, c'est enthousiasmant. Oui, d'ailleurs, il y a de plus en plus de spectacles pour enfants qui font des cartons. Ça va des dessins animés de l'âne trop à Peppa Pig, en passant par Masha et Mishka, et Peter Pan, qui était à l'affiche à Bobino voici encore quelques semaines pour les fêtes, en est à sa 15e année, 600 000 spectateurs, avec 2 comédiens qui sont les mêmes depuis le début, qui jouent Peter Pan et Wendy. Et c'est ça qui est génial, c'est que ces spectacles-là peuvent en plus durer et passer effectivement des générations. Alors là, c'est un spectacle d'un nouveau genre. Alors c'est un spectacle qui m'a doublement intéressé, d'abord parce que j'avais envie de faire quelque chose pour les enfants, et que ce texte de Nicolas Yerguer, qui est très bien écrit, qui est très drôle, c'est vraiment un spectacle très divertissant où on rigole du début à la fin. Il a peut-être une petite plus-value, un petit supplément d'âme, c'est que en fait, il initie le public qui vient, et j'allais dire les enfants, mais même les parents aussi un petit peu parfois, au premier secours, au danger domestique d'abord, puisque ça parle effectivement des dangers dans une maison, au travers de ces 2 personnages de pompiers, un jeune apprenti pompier et puis le capitaine qui est son formateur. Donc comment réagir en cas d'accident domestique, que faire, comment appeler les pompiers, comment décliner l'endroit où on est, expliquer ce qui se passe, etc. Tout ça est fait de façon à la fois très efficace, mais pas du tout didactique et emmerdante. C'est fait, tout ça passe dans le cadre de cette histoire de cet apprenti pompier qui est entraîné dans une maison où il y a des monstres, et où rencontre Dracula, une maison hantée, rencontre Dracula, il rencontre une sorte de sorcière cuisinière complètement hallucinante, et donc le message passe de façon très très soft comme ça, mais très efficace en même temps. Et on a d'ailleurs eu, et j'en suis très fier pour l'auteur et pour les 2 comédiens, le label de la protection civile qui nous, c'est-à-dire en fait, on est cautionné. Enfin, ils trouvent que le spectacle est utile, et en fait, on a eu ce soutien qui est, je pense, la reconnaissance de l'intérêt, au-delà du côté divertissant et amusant du spectacle, de l'intérêt de ce texte qu'a écrit Nicolas Yerguer. Et c'est un spectacle interactif qui dure plus ou moins longtemps selon les enfants. Il y a Yann Gallaudet qui joue le jeune pompier, vraiment excelle à interpeller ses enfants et à les faire interagir avec le texte qui est prévu. Donc ça dure, un spectacle pour enfants, ça dure en général autour d'une 50aine de minutes, mais là on est entre 45 et 55 selon, parce qu'il y a des enfants qui peuvent monter sur scène, etc. Enfin voilà, c'est très drôle. Et ce qui m'a fait plaisir, puisque évidemment j'ai été dans la salle dès la première, c'est que les parents rigolent autant que les enfants. Oui, et puis c'est un spectacle utile parce qu'effectivement aujourd'hui il faut former une nouvelle génération en dehors d'Internet et du téléphone. Espérons qu'on peut s'en sortir un peu. Alors moi, je suis le premier à être sur mon portable. Mes enfants me le reprochent, et ma compagne aussi. Mais je pense qu'il y a quand même d'autres choses que Internet, que le téléphone. Et c'est vrai qu'aller
allez au théâtre, soutenons, alors je parle aux parents, c'est pas pour Pimpon et les petits monstres, c'est pour tous les spectacles en général, soutenons effectivement ces gens qui écrivent des textes, ces gens qui jouent, ces directeurs de salles qui font des efforts effectivement pour que des spectacles puissent s'y produire. Il faut soutenir le théâtre, a fortiori dans des périodes un peu sinistres ou sinistrées, comme celle que nous vivons ces jours-ci avec ce soi-disant virus qui va tous nous exterminer, Jacques. On le sait bien d'ici la fin de la semaine. Bon, alors, je me suis un peu renseigné sur les spectacles pour enfants. En fait, le genre a commencé au XVIIIe siècle, au théâtre des Beaujolais. Les stars s'appelaient Alphonsine ou Clarisse Midroy, on a oublié qui ils étaient. Et le gymnase enfantin, inauguré en 1829, a été le premier à présenter des spectacles joués uniquement par des enfants. Ben voilà. Et c'est un genre qui s'est développé, qui n'arrête pas de se développer. Qui n'arrête pas de se développer et qui a, je pense, un très bel avenir. Et Pimpon et les petits monstres en est... sans doute cette année un des fleurons. Voilà. Et vous aimiez les spectacles pour enfants quand vous étiez jeune, très jeune ? Oui, j'adorais ça. Je n'ai pas le souvenir que j'ai eu qu'on avait une telle offre par rapport à ce qui. Voilà. Mais effectivement, quand mes parents m'amenaient au théâtre ou voir des spectacles vivants, j'adorais ça. Et le théâtre, vous l'avez découvert et aimé comment, Pascal Bataille ? En le lisant. Je suis un lecteur passionné depuis toujours et j'ai d'abord aimé lire. Avant d'aller au théâtre, j'ai d'abord aimé lire les pièces et ensuite j'ai eu la chance que mon père m'emmène à la Comédie Française, etc. Mais bon, ça c'était un privilège. Mais c'est d'abord en lisant le théâtre que je l'ai aimé. Oui, mais en même temps, vous aimez tout le genre de théâtre, que ce soit la Comédie Française, les comédies ou le théâtre un petit peu d'avant-garde. J'aime tout. J'aime autant Marguerite Duras que les pièces de comédie pure. Voilà, je pense que ma vie est éclectique, mes goûts sont éclectiques. J'ai toujours été comme ça et je pense que je mourrai comme ça. Oui, vous avez de la chance de suivre Marguerite Duras. Moi, je me souviens d'une première d'une pièce de Marguerite Duras avec Gérard Depardieu et Fanny Ardant. Et Fanny Ardant. Oui, et ben moi je me souviens parfaitement d'avoir mal entendu la pièce parce que mon voisin ronflait en permanence. Oui, ça peut arriver. Hein. Je comprends qu'on s'endorme, mais moi j'adore. Et puis, il y a notamment quelque chose au théâtre qui vous a beaucoup marqué. Écoutez ceci. Au théâtre ce soir à Marigny. Bien sûr. Vous avez été un fidèle spectateur ? Un très fidèle spectateur. Et je suis heureux que la télévision, parmi toutes les errances dont on est témoin, vous comme moi, aujourd'hui à la télé, je suis heureux que la télévision, à nouveau, et sur des chaînes qui ne sont pas forcément du service public, fasse du théâtre, aille filmer les pièces et les diffuse à des heures de grande écoute. Oui, c'est vrai qu'au théâtre ce soir, c'était un monument, c'était toutes les semaines. Il y a eu 411 pièces. Et il y avait 3 pièces répétées en même temps. Il y en avait une sur le plateau, une sur le foyer à gauche et une sur le foyer à droite. C'était un monument, c'était extraordinaire. C'était fabuleux. Il faut retrouver ça, il faut retrouver effectivement, redonner le goût du théâtre à des gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'y aller. Et la télévision peut servir à ça. Ou même vous avez tenté des expériences au théâtre avec des 4 pièces en même temps. Oui. Ça a été une aventure. 4 pièces qui jouent en alternance, ça a été une belle aventure. On n'a pas forcément été aidé par les événements de l'époque, mais ça a été une très belle aventure et j'ai d'autres projets. Je continue de vouloir produire le théâtre, défendre cet art. C'est un des derniers espaces de liberté en termes de création, beaucoup plus que la télévision. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui tout est formaté. Le théâtre, pour peu que vous croyiez vraiment à un projet et que vous ayez un petit peu de conviction, et puis quelques personnes autour qui sont un peu talentueuses, vous arrivez à mettre à jour votre projet, à le faire exister. Oui, et puis en plus, vous vivez beaucoup en région, au Cap-Ferret, et on sait que les régions accueillent beaucoup plus les comédies de Paris. On dit qu'il y a trop de spectacles à Paris, mais j'ai retrouvé un article de 1965 disant qu'il y a déjà trop de spectacles à Paris. Il y en a 200 à l'époque. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, je crois que c'est plus de 300 chaque jour. Bon, il y en a toujours eu trop, mais enfin bon, en même temps, cette profusion, ça permet aussi de choisir, ça permet aussi d'en avoir pour tous les goûts, et puis ça fait vivre des milliers de comédiens, de décorateurs, d'habilleurs, de techniciens. Ce qui est fascinant avec vous, Pascal Bataille, c'est que vous faites plein de choses. Vous avez ouvert des hôtels, vous avez créé un studio pour apprendre les métiers de la télévision. Tout vous intéresse. Alors, tout ne m'intéresse pas et je fais pas tout bien. Je rate aussi des choses, mais ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Je pense que si on ne se met pas en risque, si on ne tente pas des choses, on régresse. Et j'ai toujours envie, effectivement, je ne vis que de projets. Oui, et en même temps, la télévision, on voit de temps en temps des rediffusions, mais pour vous, c'est terminé pour l'instant. Pour l'instant, c'est une histoire terminée. Je continue de produire de temps en temps des choses, des documentaires ou des programmes
parce que ça m'intéresse et parce que je pense qu'il y a cette petite plus-value qui me motive. Là, je suis en train d'essayer de faire prospérer un programme court sur l'économie circulaire, par exemple, parce que je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être promu et qui est intéressant. Mais en tant que présentateur, j'ai aucun projet qui m'a motivé récemment. Je suis pas bankable aujourd'hui comme j'ai pu l'être, et honnêtement, je vis très bien sans. J'ai eu une belle carrière, j'en ai beaucoup profité, j'ai été très heureux comme producteur et comme animateur, mais il y a d'autres choses dans ma vie. Maintenant, si vous me proposez demain une très belle émission, Jacques, à animer avec vous, j'arrive. Hein. Oui, il faudra que la télévision accepte. Et puis je pense souvent à vous en croisant les couloirs de Sud Radio, Cécile de Bénibus, puisque vous avez produit Coé avec Cécile pendant des années. Avec Cécile, que j'adore et dont je suis bien heureux que effectivement elle puisse s'exprimer d'une façon différente le matin avec Patrick Roger sur très heureux de la voir aussi. Oui. Voilà. Et c'est une fille fantastique que j'ai eu la chance effectivement de produire et d'aider à mettre en scène dans la méthode Coé qu'on avait inventée sur TF1 et pour laquelle Étienne Moujotte nous avait donné le feu vert contre l'avis de tout son comité de direction. Lui aussi savait prendre des risques quand il le fallait. Et comme il n'y a que la vérité qui compte, il faut préciser que vous n'êtes pas fâché avec Laurent Fontaine, contrairement à certaines rumeurs. Non, on n'est pas fâché. Pour être très honnête, on se voit moins depuis quelque temps. Nos vies ne sont plus forcément aussi voisines et puis on n'a pas d'activité en commun. Mais qu'est-ce qu'il fait lui aujourd'hui ? Alors il a une agence de conseil en communication où il s'occupe notamment pas mal de média training et il est assez proche d'après ce que je sais de l'équipe de Macron, etc. Voilà. Mais donc il est revenu à ses premières amours politiques, moi quand je l'ai connu, il était journaliste, mais il s'est très vite orienté vers la politique. Il est devenu assistant parlementaire, etc. Voilà. Donc il est revenu à ses premières amours. Mais vous savez, quand on a été aussi proche, aussi ami, aussi intime dans tout ce que il est plus difficile à partager, l'argent, la notoriété, le pouvoir. Personne n'a jamais su qui était Pascal Bataille, qui était Laurent Fontaine, qui était Laurent Bataille et Pascal Fontaine. Voilà, pour avoir partagé ça. Ça ne peut que durer toujours. Exactement. En tout cas, ce que j'espère, c'est que ça durera longtemps, cette pièce au Théâtre Edgar, Pimpon et les petits monstres, une pièce interactive, ludique et où on apprend des choses, que vous produisez Pascal Bataille. Je rappelle que c'est le samedi et le dimanche à 14h, et en période scolaire, c'est tous les jours, sauf le lundi, à 17h, jusqu'à la fin du mois d'avril, au moins. Exactement, voire plus. Au moins, et puis sans doute à la rentrée après. Voilà, et merci à Luc Hamet, patron du Théâtre Edgar, de soutenir comme ça le théâtre en général et le théâtre pour enfants au travers de Pimpon et les petits monstres. On le remercie et on parle souvent de lui et de ses spectacles à Sud Radio. Merci Pascal Jacques. Bataille d'avoir participé à ces Clés d'une vie. Retrouvez vite votre Cap Ferret. À très bientôt. Profitez-en bien, à très bientôt. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye et nous on va se retrouver bien sûr demain comme d'habitude pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.